de mes premiers patrons m'avait dit, vous savez, soyez bien conscients que les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand. Ce qui est intéressant d'aller chercher, d'aller creuser les autres civilisations, c'est apprendre, découvrir de nouvelles façons de penser. Mais il y a aussi le fait de voir par rapport aux autres ce qui, dans notre culture, nous est tellement naturel qu'on ne voit plus et qui, en étudiant les autres, devient plus évident. Ils ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas dans leur mémoire collective émotionnelle. Ouais. Et à partir de là, j'ai essayé de comprendre, c'était un fil directeur de toute ma vie, et je l'ai approfondi au fur et à mesure que j'avançais. La mémoire collective émotionnelle dicte nos comportements, dicte nos peurs, dicte nos appréhensions, dicte nos enthousiasmes, dicte nos fiertés, et donc voilà, les autres ne pensent pas comme nous. Ce qui fait l'intérêt du livre, c'est dans chaque pays, vous essayez de comprendre les traumatismes passés pour essayer de pouvoir comprendre comment va réagir l'autre. Méfiez-vous des francophiles, il n'y a de francophiles que les Français. L'Occident repose sur deux piliers, un est beaucoup plus fort que le pilier européen. L'universalisme, il appartient au monde occidental. Les Japonais ne nous convertissent à rien du tout. Les Chinois n'ont pas envie de nous convertir non plus. Maurice Courdemontagne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes diplomate de carrière, à plus de 40 ans de diplomatie. Vous avez été le conseiller diplomatique de Jacques Chirac entre 2002 et 2007. Et vous avez été ambassadeur de France en Chine, au Japon, en Allemagne et au Royaume-Uni, qui sont parmi les postes les plus prestigieux de la diplomatie française. Si je vous ai invité, c'est parce que j'ai récemment lu ce livre, « Les autres ne pensent pas comme nous », que vous avez écrit il y a 2 ans, sur lequel vous revenez sur votre carrière diplomatique et sur les leçons que vous en tirez. Ma première question, elle est très simple. Pourquoi ce titre ? Ça pourrait être le titre d'un ouvrage de psychologie ou d'anthropologie. Parce que précisément, la diplomatie, c'est comme la vie. La diplomatie, c'est la relation aux autres. Et aux autres, alors non pas tant en tant que personnes individuelles, comme dans une vie sociale, mais en tant que groupe collectif constitué d'individus. Et pourquoi les autres ne pensent pas comme nous ? Parce que où que j'ai été, dans tous ces pays que vous avez cités, tous les déplacements que j'ai pu faire, sur tous les continents, sans doute un peu moins l'Afrique et un peu moins l'Amérique latine, mais sur le reste du monde, le Moyen-Orient beaucoup, la Russie, je me suis rendu compte qu'en fait, on était sur des approches du monde qui sont différentes. Ça paraît évident, mais quand vous êtes, même en famille, vous avez des gens qui voient les choses d'une certaine manière. Quand vous avez un héritage, par exemple, certains voient des choses d'une certaine manière, les autres d'une autre manière, en fonction d'émotions, en fonction de leur propre histoire, en fonction de ce qu'on leur a appris. Et donc, je me suis rendu compte qu'il était indispensable d'essayer d'approfondir cette question. Alors, un de mes premiers maîtres, un de mes premiers patrons m'avait dit, vous savez, soyez bien conscients, il avait pris cet exemple, il avait dit, soyez bien conscients que les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand. Ouais. Et c'est une réflexion qui a l'air évidente, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes ces rencontres que l'on fait dans le monde international avec des gens qui ne parlent pas la même langue que vous, c'est que la langue qu'ils parlent est déjà elle-même porteuse d'une vision. Quand vous parlez l'allemand, ce qui est mon cas, vous vous rendez compte que la construction de l'allemand vous donne une vision de l'espace et du temps qui est différente de la vision que peuvent avoir les Anglais, ou que peuvent avoir a fortiori des gens qui parlent le japonais, ou l'arabe, ou autre. Chaque langue a son génie, et c'est le génie d'un peuple. Alors, c'est un génie collectif, créé à partir d'individualités. Et alors, deuxième notion qui me paraît fondamentale, dans Les autres ne pensent pas comme nous, c'est que j'ai prononcé le mot émotion. Oh. La vie est faite d'émotions. On essaye de tirer une certaine rationalité, évidemment, pour pouvoir avancer. Mais les émotions, c'est important. Et j'ai découvert cette notion d'émotion en parlant avec un professeur de Cambridge, Julian Jackson, qui a écrit un livre très, très bon sur le général de Gaulle. Et je l'avais rencontré, il venait de terminer un livre sur la chute de l'Europe en 1940 et sur la naissance des mouvements de résistance. D'accord. Et je lui avais dit, mais en quoi ça intéresse les Britanniques d'écrire sur la résistance. Et il m'avait dit, vous savez, c'est extrêmement important que les Britanniques, qui n'ont jamais été occupés depuis Guillaume le Conquérant en 1066, donc ça fait quand même 1000 ans, il est très important que les Britanniques comprennent ce que c'est que vivre sous la botte d'un pays étranger, être occupé et s'acharner à chasser l'occupant. Ils ne savent pas ce que c'est, ce n'est pas dans leur mémoire collective émotionnelle. Ouais. Et à partir de là, j'ai essayé de comprendre, c'était un fil directeur de toute ma vie, et je l'ai approfondi au fur et à mesure que j'avançais. La mémoire collective émotionnelle dicte nos comportements, dicte nos peurs, dicte nos appréhensions, dicte nos enthousiasmes, dicte nos fiertés. C'est ça.
Et donc voilà, les autres ne pensent pas comme nous. C'est très clair. C'est vraiment ce qui fait l'intérêt du livre. C'est dans chaque pays, vous essayez de comprendre les traumatismes passés pour essayer de pouvoir comprendre comment va réagir l'autre. C'est ça. Peut-être pour commencer, une question assez triviale, mais qui, je suis sûr, va intéresser les auditeurs. Quel est le quotidien d'un ambassadeur? Que veut dire ce métier? Que vous faites? Par exemple, vous êtes en poste à Berlin. Qu'est-ce que vous faites au quotidien en tant qu'ambassadeur? Alors, on n'est pas ambassadeur comme ça du jour au lendemain, enfin, du moins a priori. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage des hommes, des situations, un apprentissage du décryptage, je dirais, de l'environnement dans lequel on se trouve. Et l'ambassadeur, on a répertorié des tâches de l'ambassadeur. L'ambassadeur, il a une tâche d'information, information de ce qui se passe dans le pays vis-à-vis de son gouvernement. D'accord. Donc il faut comprendre ce pays, et pour ça il faut aller beaucoup au contact pour pouvoir essayer d'avoir toutes les approches possibles pour en faire la synthèse. Information du pays où on se trouve sur le pays d'où on vient. Ouais. C'est important. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un changement de gouvernement. En ce moment, je pense que les collègues ambassadeurs sont en train d'expliquer ce que veut dire la nouvelle forme de cohabitation à partir de l'expérience déjà vécue dans le passé, etc. Parce que ça m'a intéressé. Il y a 2 têtes de l'exécutif en France. Et ça, c'est très troublant pour la plupart des pays. Le bicéphalisme exécutif, c'est un truc qui est incompréhensible. Quand vous êtes un Allemand ou que vous êtes un Anglais ou autre, ou un Chinois, ça n'existe pas. Donc ça, c'est la tâche d'information. Ensuite, vous avez une tâche de protection. L'ambassadeur, avec les consuls, il protège les Français et les biens français. Si vous avez des problèmes d'expropriation de biens français, vous intervenez, donc vous protégez. Vous avez également une tâche de représentation. La représentation, l'ambassadeur, il est le représentant personnel du président de la République dans le pays où il se trouve et de tout le gouvernement. Donc, quand j'avais des jeunes, ce qu'on appelle les primo-partants, les jeunes ambassadeurs qui partaient, je leur disais, du moment où vous sortez de votre chambre, vous êtes l'ambassadeur. Vous êtes l'incarnation du président de la République et du gouvernement dans le pays où vous vous trouvez. Et là, j'insiste, c'est un métier d'incarnation. Vous êtes la France. Et donc, il y a cette dimension symbolique de l'ambassadeur dont tout représentant de la France à l'étranger doit avoir conscience. Alors maintenant, on abuse un peu du terme ambassadeur. Il y a des ambassadeurs de toutes sortes, du chocolat, de la bonne volonté de ci, de ça. OK. Mais l'ambassadeur, il représente un pays. Il représente un pays sur un thème particulier et il représente les intérêts de son pays. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Et puis enfin, il y a une dernière tâche qui est la négociation. L'ambassadeur est un spécialiste de la négociation parce que précisément, il sait décrypter, il sait ce qu'il y a dans la tête de la personne qui est en face de lui et en fonction de ça, comment aller, jusqu'où il peut aller ou ne pas aller dans les instructions qui lui sont données sur un sujet de négociation. J'ai eu des négociations avec les Chinois, par exemple, au moment de certaines visites. Ce sont des trucs qui durent des heures et des heures et des heures. Ça s'apprend. D'accord. C'est un métier d'expérience, beaucoup. On va revenir en 1998. Donc vous êtes nommé ambassadeur de France au Japon. Et on sent dans le chapitre dédié au Japon dans votre livre l'admiration que vous avez pour cette civilisation. Mais vous mettez aussi en garde contre le risque de tatamisation. Ma question, elle est simple, c'est qu'est-ce que vous entendez par le risque de tatamisation et quelle leçon vous tirez de ces 4 ans au Japon? Alors, vous parlez de ce risque de tatamisation. Bon, le Japon, c'est le pays des tatamis. Donc, plus on prend l'habitude du Japon, plus on se fond dans le Japon. Et ça vaut pour l'ensemble des pays. C'est-à-dire que plus on reste dans un pays, plus on a tendance à, si on veut le comprendre, et si on aime le pays où on se trouve, et en général on aime le pays parce qu'on aime les gens qui s'y trouvent, c'est intéressant. Et je disais l'ambassadeur, tout à l'heure vous m'interrogez sur l'ambassadeur et son équipe, parce qu'on est là à partager l'information, on est là à échafauder ensemble, à interpréter ensemble. Et plus on s'imprègne de tout ça, plus on se met finalement à trop comprendre, et à peut-être quelquefois à perdre de vue les propres intérêts de son pays. C'est qu'on adopte quelquefois, alors certains diront que c'est le syndrome de Stockholm aussi, dans d'autres situations, mais il faut donc garder une certaine distance avec le pays où on est. On n'appartient à personne, on n'appartient pas au pays où on est, on est un Français, ou d'un autre pays, mais en ce qui nous concerne, on est un Français dans un pays. Il faut jamais, quand on est l'ambassadeur avec son équipe, il ne faut jamais perdre de vue qu'on a des intérêts qui ne sont pas les intérêts du pays où on se trouve. Qu'on comprenne ce que les autres veulent pour essayer de se protéger dans nos propres intérêts ou de monter des coopérations, ça c'est important. Mais il faut garder la distance. Donc il faut éviter la tatamisation. Qu'est-ce que j'ai regardé comme leçon du Japon ? C'est une expérience extraordinaire, le Japon. Voilà un pays coupé du monde pendant 250 ans, un pays où tout est hostile.
Vous avez des volcans, vous avez des tremblements de terre, vous avez des tsunamis, vous avez Oui, des chaleurs effroyables, vous avez très peu de terres arables. Et voilà un pays qui est à la pointe, qui l'a été et qui le reste, à la pointe de la technologie, qui, pendant les 250 ans où il était replié, a étudié, grâce à ce bateau qui arrivait annuellement avec des livres de médecine, d'astronomie, etc., apportés par les Hollandais, qui avaient un droit d'aborder une fois par an, qui étudiait à fond. Le Japon est un pays qui va à fond, qui regarde toujours le fond des choses. Vous faites ça, pourquoi ? Vous me dites ça, pourquoi ? Il y a toujours un plan qui en suit un autre, on essaye toujours d'aller plus loin. C'est un pays qui approfondit, c'est un pays qui me fascine parce que sa relation aux autres est très compliquée, les Japonais chez eux sont tout à fait à l'aise, un Japonais qui sort à l'extérieur, il n'a pas de boussole. Vous parlez de psychologie de citadelle assiégée, en parlant du Japon. Oui, citadelle assiégée, j'en parle parce que ça se remarque dans beaucoup de sujets, c'est fragile et c'est assiégé. Quand vous voyez un château japonais, c'est extrêmement fin, extrêmement... Il n'y a pas de château fort au Japon. Vous avez c'est très raffiné. C'est très raffiné, c'est comme la langue japonaise. Et je parlais de citadelle assiégée comme la langue japonaise. La langue japonaise est une langue extrêmement pointue, fine, dans laquelle on n'entre pas. Parce que le Japon garde, je dirais, son quant à soi. Et il est très difficile d'entrer dans la psychologie japonaise, sauf à apprendre la langue, ce que j'ai essayé de faire. Mais c'est le travail d'une vie, et on n'y reste pas une vie, malheureusement. Et les Japonais n'aiment pas trop que l'on parle trop bien japonais, parce que c'est une espèce de sentiment d'intrusion qu'ils ont lorsque ça se passe comme ça. Donc voilà, donc c'est un peuple absolument fascinant, capable de tous les contrastes. Enfin, ceux qui ont été au Japon et qui nous écoutent doivent le savoir. Capable d'un raffinement extrême, capable d'une cruauté extrême, capable de tout. Et je crois que c'est un pays avec lequel nous avons beaucoup d'affinités, parce que, et j'essaie de le dire dans le livre, la culture au Japon est quelque chose qui porte, je dirais, la population. Nous avons cette dimension en France. En France, on aime les livres, par exemple. Et au Japon, quand on pense que les fameux ukiyo-e étaient exposés à l'époque où le Japon était encore fermé pour que la population ait un accès, c'est un pays qui a été alphabétisé très très tôt, en 1906. Quasiment 100% des Japonais savaient lire et écrire. Il y a eu des statistiques là-dessus, pour ça que je cite cette année. C'est tout à fait fascinant. C'est un peuple à part. Oui, c'est vrai que c'est un paradoxe, c'est à la fois un peuple très fier, mais qui a l'intelligence aussi de prendre chez les autres, par exemple, le droit. Ils sont beaucoup inspirés de ce qu'a fait un professeur français de la fin du 19e siècle, qui s'appelle Boissonnade. Donc ils sont à la fois très, très fiers, mais à la fois très ouverts, très pragmatiques. Quand il faut prendre la technologie pour l'adapter et en faire quelque chose de meilleur, ils savent aussi le faire. Très pragmatique, très prêt à absorber, mais en même temps totalement étanche. C'est-à-dire que le Japon reste le Japon. Vous avez toujours un soubassement du Japon qui est inatteignable. Vous avez en fait cette espèce de superposition d'un Japon traditionnel, d'un Japon ancien, d'un Japon avec ses mœurs, ses traditions, ses fiertés de tradition, ses coutumes, sur lequel se sont superposées différentes couches de modernité. Et le Japon navigue parfaitement à travers tout ça. Ce qui m'a intéressé dans votre livre, c'est ce qui est intéressant d'aller chercher, d'aller creuser les autres civilisations, c'est apprendre, découvrir de nouvelles façons de penser. Mais il y a aussi le fait de voir par rapport aux autres ce qui, dans notre culture, nous est tellement naturel qu'on ne voit plus et qui, en étudiant les autres, devient plus évident. Par exemple, je prends un exemple, j'ai fait un entretien il y a un an avec une historienne japonaise et elle m'a dit, je lui ai demandé quelle différence vous voyez entre la civilisation japonaise et européenne et française en particulier. Et avec la France, ce qu'elle a vu, c'est l'universalité permanente de la France qui veut en permanence s'adresser au monde entier, les droits de l'homme, on parle toujours à l'humanité. Chose qui, au Japon, n'existe absolument pas. Il n'y a pas de désir d'universalité. Il y a le Japon et les autres. Et donc, voilà, étudier les autres cultures, ça permet de découvrir, mais aussi de voir ce qui nous est tellement, qui est tellement naturel qu'on ne voit plus, comme ce besoin d'universalité français qui est vraiment très, très spécifique. Absolument. Et vous avez raison de développer ce point. Et je dirais d'une manière plus générale que c'est au contact des autres qu'on découvre qui on est soi-même. D'accord. Nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Et on m'avait utilisé un jour, lors de mon premier séjour, quand j'étais en Inde, mon premier séjour à l'étranger, on m'avait dit, tu verras, en fait, nous sommes comme des négatifs photographiques. Ouais. Autrefois, donc on est un négatif, vous vous trempez dans une culture différente, qui est votre bain dans la technique de photographie argentique, vous sortez et vous avez un positif. Et vous voyez qui vous êtes. Et vous dites, ma parole, c'est moi.
Mais ça ne peut se faire que dans le bain que vous Exactement, apporte ouais. le contact avec les étrangers. Et ça, j'y ai pensé toute ma vie. Et effectivement, j'ai découvert ce que c'était qu'être un Français. Ça m'a rendu plus français parce que je cherchais le contact avec les Ouais, autres. ouais. Alors ça m'a pas rendu plus renfermé sur moi-même, au contraire, je pense pas. Mais c'est ce contact avec l'extérieur qui m'a révélé à moi-même, Ouais. d'une certaine façon. Et je dis à moi-même, mais c'est le cas de beaucoup de gens que je connais qui ont été dans ces situations. Et c'est là que, par exemple, pour revenir à l'universalisme, on voit que l'universalisme est un particularisme français. L'universalisme, on s'adresse au monde. En fait, quels sont les peuples qui s'adressent au monde? Ben, c'est les peuples qui veulent convertir le monde. Et donc je Ouais. pense que pèse beaucoup chez nous, et c'est un phénomène de notre époque et qui est rejeté par, je dirais, une partie du monde, c'est l'esprit missionnaire. Pourquoi est-ce qu'on a conquis le monde? Parce qu'on a voulu convertir. Après ça, on transforme ça en occupation militaire, les avantages commerciaux, etc. Mais au départ, on veut convertir. On veut convertir et on a les moyens de le faire aussi, Et on a grâce les à la moyens. science. Et grâce à la science et grâce aux armes. Ouais. Voilà, donc regardez la conquête espagnole, c'est pour convertir au départ. Alors Ouais. c'est pour chercher des richesses, mais on convertit. On a converti, c'était convertir au christianisme. Les Américains sont passés aussi dans cette idée universelle. On veut convertir parce qu'on a trouvé la vraie foi. On a raison par-dessus les autres. Et donc notre foi est universelle. Et puis après ça, lorsque tout ça s'est laïcisé, on est passé à des valeurs qui sont directement dérivées du christianisme, les droits de l'homme, et puis évidemment les droits de l'homme, la dignité de l'homme, la démocratie, etc. Et donc c'est l'universalisme, il appartient au monde occidental. Les Japonais ne nous convertissent à rien du tout. Les Chinois n'ont pas envie de nous convertir non plus. Ouais. La plupart des Indiens non plus ne vont pas nous convertir à l'hindouisme. C'est cette idée qu'il faut que tout le monde pense pareil parce qu'il y a une pensée universelle, il y a une révélation universelle qui aujourd'hui est celle de la démocratie et des droits de l'homme. C'est typiquement une affaire de l'Occident. On essaie de convertir à nos systèmes. Donc il faut penser à ça aussi. On a affaire à des gens qui ne veulent pas forcément nous imposer une idéologie. D'accord. Et justement, j'ai récemment lu un livre assez important dans l'histoire des relations internationales qui s'appelle Le choc des civilisations de Samuel Huntington, qui a été écrit dans les années 90, où il explique deux choses. La première, c'est la fin des deux blocs suite à la guerre froide, Oui. et au passage à un monde qui est basé sur les civilisations, la Chine, l'Inde, etc. Et également, justement, il revient sur cet universalisme occidental. Et lui, assez critique, et il a une vision plus modeste. Il dit, la démocratie est fragile, c'est un bien très précieux, mais focalisons-nous sur ces valeurs chez nous, essayons de les perpétuer, elles commencent parfois à être en danger, par exemple en Europe occidentale, plutôt que de vouloir évangéliser le monde. Et je trouve que c'est une attitude assez pragmatique et plus les années passent, particulièrement pertinente. Il faut admettre que les autres ont une vision du monde différente. Il faut l'admettre et ne pas chercher à leur imposer. Alors qu'est-ce que nous avons en commun? Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ce que nous pensons. Ouais. Ce que nous sommes, nous le sommes parce que c'est notre histoire, parce que c'est notre Bien sûr, cheminement. oui, non. Et effectivement, on est passé de l'universalité de la foi à une universalité, enfin, pour ceux qui n'y croient plus, à une universalité de certaines valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de commun avec les autres? Vous avez des sociétés où les valeurs sont fondées sur le groupe, sont fondées sur les anciens. Par exemple, le confucianisme, la seniorité joue un très grand rôle. En Asie, le groupe joue un rôle fondamental. Chez nous, l'universalisme s'est doublé d'un individualisme, les droits de l'individu. Bon, pourquoi pas? Appliquons-le chez nous, dans l'organisation sociale qui est la nôtre. En revanche, il y a quelque chose que nous avons en commun. Il y a deux choses que nous avons en commun, qui est mon observation. Il y a premièrement la dignité de l'homme. La dignité de l'homme est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les civilisations, sous des expressions différentes. Mais l'homme est digne. Vous le trouvez en Afrique, vous le trouvez en Chine, vous le trouvez où que ce soit. Il y a une dignité de l'homme, il y a il y a une sublimation de l'homme, de la création humaine, de l'inventivité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est largement partagé. Et puis, il y a un deuxième facteur, et qui est très important dans la politique, quelle qu'elle soit, c'est le facteur de la liberté. Regardez l'histoire des peuples. Aucun peuple n'admet la soumission. Et aucun peuple n'admet l'injustice. Et donc la soumission à un système injuste est quelque chose qui provoque, je dirais, des éruptions.
Et on le voit dans tous les pays du monde. Regardons l'Iran d'aujourd'hui. L'Iran d'aujourd'hui, est ébranlé par des jeunes filles, ça remonte à 2 ans maintenant, mais qui refusent les dictates de la police des mœurs concernant le port du hijab, le port du voile ou pas. La lutte contre l'oppression est un moteur de la civilisation. C'est un moteur contre la colonisation, la liberté. On a besoin de liberté. Et la liberté, alors elle se décline de manière différente. Évidemment, c'est la liberté individuelle ou c'est la liberté du groupe, c'est la liberté, appelons-la la liberté politique. Dans tous les cas, dans la cité, il faut un espace de liberté, et ça, c'est quelque chose que les peuples ont tous en commun. Après ça, est-ce qu'on peut en tirer une théorie? Ça me dépasse. Mais la dignité de l'homme, la liberté, ce sont des choses que nous partageons. S'il y a des valeurs universelles, c'est bien celles-là. Mais elles s'écrivent et elles se déclinent de manière très différente selon les contextes. Je voulais revenir sur un pays qui est très important pour vous dans votre carrière, qui est notre grand voisin, l'Allemagne. Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous traitez des incompréhensions, souvent des malentendus qui existent entre la France et l'Allemagne. Vous parlez par exemple que les Allemands nous reprochent de ne pas avoir assez soutenu la réunification allemande. Très concrètement, par exemple, vous parlez à un jeune diplomate qui va aller à Berlin. Qu'est-ce que vous lui conseillerez, qu'est-ce que vous lui direz avant qu'il prenne son poste sur ce pays, vous qui avez été ambassadeur en Allemagne dans les années 2010, et vous avez été également, vous étiez en poste à Bonn, en Allemagne de l'Ouest, au moment de la chute du mur. Qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il comprenne bien ce pays et qu'il puisse mener à bien sa mission? Je pense que la première chose à avoir en tête quand on arrive en Allemagne et qu'on a affaire à des Allemands, quelle que soit la position qu'ils occupent, que ce soit dans le secteur public, mais aussi dans le privé, c'est une histoire de fracture. C'est une histoire de fracture douloureuse. Et le XXe siècle est un siècle effroyable pour l'Allemagne, parce que c'est le siècle de 2 grandes défaites, de millions de morts, un sentiment d'injustice après la Première Guerre mondiale qui explique la reprise, je dirais, le rebond qui a amené dans cette catastrophe effroyable du nazisme et la dévastation de l'Europe par les Allemands, le sentiment de culpabilité très important qui est entretenu jusqu'à aujourd'hui. Les Allemands ont fait un travail sur eux-mêmes absolument considérable, mais qui pèse, et donc il faut l'avoir en tête. C'est un pays où on mesure mal le prix que les Allemands ont payé pour les dévastations qu'ils ont commises ailleurs. Oui, les Allemands sont comportés de manière épouvantable. Enfin, c'est même pas la peine de le souligner. On connaît tout, évidemment, avec ce crime ineffable qu'est la Shoah, qui est l'Holocauste. Mais les Allemands, après, et je le raconte dans le livre, ont dû, pendant les années 50, 60, retrouver leur place. Et quand vous êtes un pays comme l'Allemagne, n'oublions pas que l'Allemagne, c'est un des paradoxes, c'est un pays de paradoxes. Un jeune juif en Europe centrale, ses parents, dans un shtetl, n'avaient de cesse que de l'envoyer à l'école allemande. L'allemand était la langue de la libération pour les juifs qui parlaient le yiddish ou qui étaient enfermés dans des ghettos. Et c'est le paradoxe de l'Allemagne. C'est un pays qui est plus qu'en contraste, qui est en brutalité. Et en même temps, il y a ce fond d'âme allemande que l'on retrouve, et c'est un pays, alors j'ajouterais, d'une culture qui est à la fois de l'Ouest et de l'Est, d'une sentimentalité qui est de l'Est et de l'Ouest. Il y a eu un sondage, il y a quelques années, un sondage Pew, qui demandait aux Allemands s'ils se sentaient de l'Est ou de l'Ouest. Et quelle que soit leur localisation géographique, eh bien, vous avez des gens dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui disaient « je me sens de l'Est ». Des gens à Dresde qui disaient « je me sens plutôt occidental ». C'est un pays qui est entre les deux. Ça explique beaucoup de choses dans l'affaire du conflit russo-ukrainien. Ça explique beaucoup de choses dans les votes qui interviennent aujourd'hui en Allemagne. Il faut regarder ce parti qui monte de Sarah Wagenknecht, qui est une ancienne communiste de l'Est, qui a fait carrière au SPD, qui ensuite a été chez les Linke, surtout chez la gauche, qui était avec l'Oscar Lafontaine du SPD, qui a essayé de monter les alliances, et qui aujourd'hui vient de créer son propre parti, qui est à la fois un parti qui est conservateur sur le plan sociétal, parce qu'il estime que le multiculturalisme déstabilise, et qui est en même temps inspiré par des idées de gauche, notamment anti-ultra-libérales, de manière très exprimée. Et
Elle monte, elle monte, elle monte. Et Oui, donc, c'est un parti communiste français des années 70 presque. oui, enfin, le Parti communiste français, il était quand même lié à Moscou. Ouais. Donc, il était quand même stalinien, le Parti communiste français. Il l'est resté, d'ailleurs. Et le Parti communiste français est quand même le seul parti communiste en Europe qui gardait son nom de Parti communiste. Alors que tous les autres ont trouvé un autre nom. Soit en Italie, en Ouais, d'accord. Espagne, partout. Ils existent encore, mais sous un autre nom. Les communistes français sont restés fidèles à l'idée que c'était des partis communistes. Mais bon, c'est le choix, c'est une histoire du Parti communiste français qui est particulière aussi, qui est liée à la guerre, qui est liée, etc. Et donc, l'Allemagne est un pays qui est tourmenté, qui le restera, c'est un pays qui vieillit aussi, donc ça compte. Mais surtout, il faut comprendre, je le répète, les fractures. C'est un pays de fractures, c'est un pays où il y a eu beaucoup de souffrances, et c'est un pays de culture extrêmement élaborée. L'Allemagne, et c'est un des mystères pour moi, ça le reste, mais pour beaucoup de gens, l'Allemagne était le pays le plus éduqué, le plus Ouais. formé, et c'est le pays qui a commis les crimes les plus atroces, alors même que c'était le pays à la pointe de la science. Donc, lorsqu'on s'interroge sur la notion de progrès, sur la notion d'éducation, on a l'exemple allemand, et ça oblige à prendre encore plus de recul dans ce qu'on peut affirmer. Justement, dans votre livre, vous parlez de des-Allemagne au pluriel. C'est ça qui est assez qui est Les intéressant. Allemagnes, parce que vous avez l'Allemagne du Nord n'est pas l'Allemagne du Sud, la Bavière n'a rien à voir avec Brême et Hambourg. Les catholiques ne sont pas les protestants. Vous avez l'Allemagne qui est proche de la France, l'Allemagne de Rhénanie-Nord-Westphalie, du pays de Bade, du pays de Palatinat. Ce sont des gens qui sont un peu comme nous, et d'ailleurs les premiers chanceliers étaient des gens de ces régions. Et puis vous avez l'Allemagne qui est à l'Est, qui est plus influencée par précisément les grandes plaines de l'Est, qui est L'ancienne Prusse, influencée, l'ancienne Prusse. Vous avez l'Allemagne qui est l'Allemagne de la Baltique, l'Allemagne de la mer du Nord. Vous avez des catholiques et des protestants. L'Allemagne est un pays extrêmement divisé par nature, d'où les Allemagnes. L'unité allemande est très tardive. ouais. Et puis vous avez des gens comme les Souabes. Les Souabes, où sont-ils? Un peu partout. Ils sont dans le commerce. Ils sont dans une certaine Qu'est-ce que les Swabs? Je sais pas ce que c'est. Les Souabes, la Souabe est une région qui s'étend sur plusieurs Länder dans le sud-ouest de l'Allemagne. Et D'accord. ce sont des gens qui n'ont pas d'appartenance terrienne d'une certaine façon, les D'accord. Souabes. Et ce sont des gens extrêmement travailleurs. C'est une communauté de gens extrêmement travailleurs qui se D'accord. reconnaissent entre eux. Voilà, ça fait partie des clés de lecture Vous avez affaire à un Souabe. Bon, par exemple, l'ancien Schäuble était un Souabe. D'accord. Bon, L'ancien ministre les des Allemands Finances. entre eux savent ce que ça veut dire. Ils se repèrent entre eux. D'accord. Voilà. Donc c'est un pays divers. C'est pas l'Allemagne avec les Allemands. Il faut regarder un petit peu ce qu'il y a Ouais. derrière chacun, l'histoire de chacun. Et puis vous avez les réfugiés des territoires de l'Est. Vous avez Ouais. eu qui ont quitté après 600 ans de présence. Lorsque Staline a donné à la Pologne les territoires de la Silésie, de la Poméranie, ces gens-là, il y a 6 à 10 millions de personnes, des Allemands qui sont venus en 1945 dans leur propre pays, qui étaient des exilés dans leur propre pays, un pays détruit. Donc tout ça, ça s'ajoute. Voilà, je parle longuement de l'Allemagne, mais je pense qu'il est important pour nous, Français, de savoir ce que sont les Allemands, parce que l'Allemagne est notre premier partenaire. L'Allemagne est un partenaire commercial, c'est le premier poste d'échanges commerciaux, c'est un des premiers postes d'investissement. On a investi 50 milliards d'euros en Allemagne, ils ont investi 50 milliards en France. Il y a des centaines de milliers de Français qui dépendent de l'emploi Ouais. allemand et réciproquement. Donc on est ensemble. On reste différents, on s'est créé, je dirais, une série de structures. La question qui se pose, c'est quelle est la chair humaine entre la France et l'Allemagne. On a surmonté des traumatismes, des guerres, des conflits effroyables par la volonté politique. Mais qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui? Avec une asymétrie croissante entre la France et l'Allemagne, une Allemagne très peu endettée, une Allemagne en revanche vieillissante, une Allemagne très technologique, une Allemagne qui pèse plus que nous. Nous, un pays avec de très bonnes infrastructures, ce que n'a pas forcément l'Allemagne, avec une population plus jeune, mais très endettée par ailleurs. Donc on n'a pas les mêmes moyens et on a une approche du monde sur la sécurité notamment, parce qu'on n'a pas encore prononcé ce mot, il est essentiel. La sécurité pour un individu, c'est capital, qui est mon voisin, et comment est-ce que je traite avec lui, est-ce que je mets des frontières, ou est-ce que je laisse tout passer, est-ce que je lui prête mon appartement ou pas. Entre pays, c'est la même chose. Et l'Allemagne a des problèmes de sécurité. L'Allemagne, c'est les États-Unis, la France. Nous avons une vision de la sécurité qui est liée à la dissuasion nucléaire, qui est différente de celle des Allemands. Et donc on a vraiment des approches qui nécessitent de se parler en permanence Ouais. pour se comprendre
et d'avoir des échanges humains les plus denses possibles. Moi, j'ai vécu l'époque de la réconciliation franco-allemande, qui était le lait qui coulait de partout, et donc on s'en nourrissait. Aujourd'hui, plus personne ne parle de ça, parce qu'on pense que c'est un acquis. Je pense qu'il n'y aura pas de guerre entre la France et l'Allemagne, c'est fini tout ça. Mais en revanche, il peut y avoir une incompréhension croissante. Et une incompréhension croissante, alors que la masse critique en Europe, elle est créée par la France et l'Allemagne, par leur poids économique, par leur poids politique, par le fait que la zone euro nous représente 47% des actions de la zone euro, si j'ose dire. La masse critique, elle vient de chez nous. Aujourd'hui, Scholz et sa coalition sont très affaiblis. La France est également affaiblie. Et beaucoup de gens se disent, mais est-ce que ces deux pays-là sont encore capables de tirer l'Europe ? D'ailleurs, ceux qui s'en inquiètent sont les mêmes qui nous reprochent de le faire trop souvent. Mais la masse critique, c'est important. Quand j'étais en Chine, il m'arrivait de faire des démarches auprès du gouvernement chinois pour expliquer un point de vue, pour demander quelque chose, pour défendre un intérêt particulier. Quand j'y allais seul, oui, on était la France, membre permanent du Conseil de sécurité, pays qui a reconnu la Chine le premier, donc on a des atouts politiques. Mais on m'écoutait, ok, c'était important. Poliment. On m'écoutait poliment, en prenant plus ou moins compte de ce qu'on disait. Quand les Allemands y allaient, ah oui, vous pesez, vous représentez 6% du marché, la voiture allemande, l'industrie lourde, etc. On écoutait les Allemands. Mais quelle était leur capacité d'entraînement politique ? Et là, les Chinois avaient des doutes. Lorsque nous y allions entre Français et Allemands, les deux ambassadeurs, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Allemagne, tout ensemble, je peux vous dire que les Allemands, les Chinois, en face de nous, étaient tout oui. Parce que c'était à la fois une capacité d'entraînement politique que la France, dont la France a toujours les moyens, membre permanent du Conseil de sécurité, pays fondateur de l'Europe, etc., et l'Allemagne avec sa force économique. Et à nous deux, si on mettait les échanges franco-chinois, germano-chinois, si on mettait les investissements des deux, on représentait déjà quelque chose. Hein. Et les Chinois écoutaient. Ouais. Donc, c'est la notion de masse critique. Elle est absolument essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Si je me réfère à ce que vous disiez tout au début, sur effectivement les pôles, sur ce que dit Huntington avec le monde des civilisations, un monde qui est en recomposition, la masse critique nous permet d'exister. Si on y va tout seul, on n'existe pas. Oui, très clair. France-Allemagne, 140 millions d'habitants tous les Voilà, deux, ça représentait 10% des exportations chinoises. Ouais, donc c'est... Voilà. Ouais. Exactement. Et puis déjà 150 millions d'habitants, quand on arrive en Chine où il y en a 10 fois plus, Ouais, on pèse quand même comme 3 provinces chinoises, donc c'est déjà mieux que d'être tout seul. Il y a aussi un autre grand pays européen dans lequel vous avez servi en tant qu'ambassadeur de 2007 à 2011, c'est le Royaume-Uni. C'est un chapitre très intéressant. On y découvre un Royaume-Uni presque francophile. Qu'est-ce que vous retenez de ces 4 ans en tant qu'ambassadeur de France au Royaume-Uni ? Alors, des relations... le Royaume-Uni francophile, je n'irais pas à utiliser le mot francophile. D'ailleurs, je me méfie des francophiles, comme me disait mon premier ambassadeur, méfiez-vous des francophiles, il n'y a de francophiles que les Français. Bon, alors il y a des exceptions, mais en général, c'est ça. Non, il y a chez les Britanniques, il ne faut pas le négliger, un intérêt pour la France séculaire, parce que nous étions la puissance sur le continent. Depuis le Moyen-Âge, la guerre de 100 ans l'a montré, un intérêt séculaire. Les Britanniques avaient un focus, c'était la France. Nous avions tous nos voisins. Nous avions à nous battre contre les Espagnols, contre les Habsbourg, bref. Et on a fait la guerre à tout le monde. On a une dizaine de frontières autour de nous. On s'est battu partout. Les Britanniques nous connaissent très bien. Les Britanniques nous connaissent très bien, et de surcroît, ils ont un intérêt culturel sur la France qui est absolument exceptionnel. Et je le dis dans le livre, les messages qu'on a reçus après l'incendie de Notre-Dame de Paris étaient extrêmement bouleversants. On avait l'impression que c'était une part de leur patrimoine à eux qui disparaissait. C'était très émouvant, et ça m'a touché, parce que les Britanniques, alors par ailleurs, sont effectivement ces rivaux permanents, et des gens qui ont une vision du monde, alors là, qui n'est absolument pas la nôtre. Les Britanniques, depuis 1815, depuis Waterloo, depuis Trafalgar en 1804, les Britanniques sont du côté des vainqueurs. Ils n'ont perdu aucune guerre. Oui. Ils ont été impliqués dans toutes les guerres, et ils sont toujours du côté du vainqueur. Nous avons perdu la Deuxième Guerre mondiale en 1940. On s'est retrouvés dans le camp des vainqueurs en 1945, grâce à la France libre, grâce au général de Gaulle. Mais la France a perdu en 1940. Et donc, les Britanniques n'ont pas notre vision du monde, ils n'ont pas la vision européenne, ils n'ont pas la vision continentale. Ce qui a expliqué le Brexit,
Parce que peut pas, quand vous êtes un pays vainqueur, vous ne partagez pas la même histoire que des pays vaincus. Les fondateurs de l'Union européenne, c'est la France, l'Allemagne et l'Italie, fondamentalement, qui étaient des pays vaincus. Et donc des pays qui avaient inventé un autre modèle politique. Les Britanniques, leur histoire est à part. Ouais. Bon. Ça n'empêche pas, comme vous l'avez dit, que c'est un pays qui s'intéresse à la France de très près et que c'est un pays allié parce que c'est par le sang versé ensemble que nous avons été alliés depuis l'entente cordiale. 1904, l'entente cordiale, 1904, l'entente cordiale, et ensuite la guerre de 14, la guerre de 39-45, Churchill et le général de Gaulle. Churchill a été le premier à reconnaître la France libre. Ouais. Ce que n'ont pas fait les Américains, il faut quand même s'en souvenir. Il y a eu un ambassadeur américain à Vichy jusqu'à l'été 44. Donc il y a cette affinité franco-britannique qui est quelque chose de très fort. Nous avons besoin des Britanniques dans un monde extrêmement perturbé. Je parle de la masse critique franco-allemande. En Chine, j'ai jamais réussi à la créer. L'ambassadeur britannique, l'ambassadrice en l'occurrence, ne voulait jamais se mêler à nous dans les démarches que nous faisions. Et pourtant, nous avions les mêmes intérêts. Les mêmes intérêts, et nous aurions pesé encore plus. Les sociétés se transforment, le monde se transforme. Est-ce que les Britanniques, à nouveau, reviendront vers nous ? On ne pourra pas effacer l'histoire, on n'efface pas le passé. Le passé, il est là pour toujours. Mais il peut y avoir des intérêts communs qui font que, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la technologie, on doit pouvoir trouver des moyens de travailler ensemble. Je voulais également parler des États-Unis. Donc c'est un pays que vous avez beaucoup, sans avoir été ambassadeur, c'est un pays que vous avez beaucoup pratiqué, en particulier quand vous étiez conseiller diplomatique de Jacques Chirac entre 2002 et 2007. Ce qui revient beaucoup dans votre livre, c'est l'ambivalence de la relation avec les États-Unis, à la fois membre du camp occidental, mais vous rappelez souvent en permanence qu'il est important qu'on ait notre propre autonomie par rapport aux États-Unis, par exemple en 2003. Comment vous avez vécu cette époque, c'est donc l'époque de la guerre en Irak, quand vous étiez en poste à l'Élysée, et comment aujourd'hui vous analysez la relation avec les États-Unis ? Je crois que d'abord on part souvent d'un malentendu. On pense que les États-Unis sont une projection de l'Europe. Non, les États-Unis c'est un rejet de l'Europe. Les pères fondateurs sont partis avec la Bible sous le bras parce qu'ils avaient la vérité. Et ils dénonçaient le mauvais comportement des mauvais chrétiens de l'Europe. Ce sont en fait les puritains, les pères fondateurs, ne sont pas des amis de l'Europe. Culturellement européens, de descendance européenne. Oui, mais ça ne veut pas dire du tout que idéologiquement ils sont européens. Ils ne le sont pas. Et ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les Irlandais, les Allemands et tous ceux qui sont partis pour les États-Unis, ils sont partis parce que l'Europe n'avait rien à leur offrir, parce qu'ils crevaient de faim. C'est le cas des Irlandais. Et donc, ils ont construit quelque chose, mais qui était un rejet de l'Europe. Et d'ailleurs, les États-Unis ont tout fait, avec la doctrine Monroe dans les années 1820, pour isoler les États-Unis. Ne venez pas vous occuper de nos affaires. Nous gérons nous-mêmes. La doctrine Monroe, c'est toute l'Amérique et le jardin privé des États-Unis. Exactement. Et le jardin privé des États-Unis. Et ils ont développé une civilisation tout à fait exceptionnelle, avec une vision du monde qui est une vision allante, une vision de construction, mais pas du tout retournée vers le passé. Le passé, ils le rejettent. Ouais. Entre 1945 et 1990, la chute du mur de Berlin, nous avons uni nos forces avec les États-Unis contre le communisme et contre Moscou, contre le communisme soviétique. Et nous nous sommes pris à penser, comme on avait gagné la guerre grâce aux Américains, largement, grâce aux Soviétiques aussi, mais que les Soviétiques étaient devenus entre-temps nos ennemis, comme nous nous sommes dit, mais nous sommes dans le même camp, nous sommes les mêmes. Et on vit toujours sur ce schéma de penser que les Américains et nous partageons les mêmes intérêts. Et j'ai vécu la période de la guerre en Irak, où les États-Unis, vainqueurs de la guerre froide, ont cherché à imposer dans le Moyen-Orient un modèle démocratique à une région qui était encore très loin du compte. Alors, oui, il y avait eu les printemps arabes, il y a eu des révoltes, mais là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des révoltes qui sont l'évolution de la société face à un modèle politico-social qui opprime. Et donc on essaie de faire sauter tout ça. Mais au lieu de laisser ces pays gérer leur révolte eux-mêmes, on a essayé de leur donner un coup de main, ce en quoi on a échoué, et les Américains, eux, ont envoyé la troupe pour faire sauter Saddam Hussein, malgré les avertissements que nous leur avons donnés.
avec une brutalité qui m'a vraiment marqué. Quand les Américains invoquent la sécurité des États-Unis, et c'était après le traumatisme des tours jumelles, ils sont prêts à inventer énormément de choses. La CIA a menti. C'est pour ça que quand j'entends la CIA donner des leçons ou expliquer, j'ai toujours, en ce qui me concerne, un certain doute. Je n'oublierai pas Powell, le secrétaire d'État américain, un homme éminent par sa carrière, montrant ses fioles de produits chimiques, d'armes de destruction massive, qui en fait ne représentaient rien. J'ai fait plusieurs voyages, j'ai raconté, on nous a soupçonnés de tout. On nous a menacé directement de nous priver de nos réserves stratégiques parce que nous avons des accords avec les Américains sur des matériels qui sont nécessaires pour faire voler les avions qui transportent la dissuasion nucléaire française. Les Américains sont prêts à tout. Et donc, je pense que oui, nous sommes des alliés. Dans les coups durs, évidemment, nous sommes dans ce camp-là, mais nous ne devons pas nous enfermer dans une alliance euro-atlantique qui nous prive du monde qui change. Et c'est ça, pour moi, la chose essentielle. Le monde qui change, c'est quoi? C'est l'Asie. L'Asie est en train de monter. L'Asie est en train de monter, elle s'organise autour de la Chine. Parce que nous sommes dans un monde où, quand nous ne plaisons pas aux Américains, quand quelqu'un ne plaît pas aux Américains, on impose des sanctions. Alors qu'on le fasse dans un cas de guerre, ça peut se comprendre. Mais Cuba fait l'objet de sanctions depuis 1962. Vous avez une vingtaine de pays qui sont sous sanctions américaines, et dans la plupart des cas, les Européens ont suivi ces sanctions. Et ça traumatise profondément un monde qui est en changement et qui monte. Quand vous allez en Indonésie, donc une peur, c'est d'avoir des sanctions, parce qu'un jour, il y aurait des sanctions sur la Chine, avec laquelle ils veulent garder des relations, des sanctions à cause de Taïwan, etc. Et donc, je pense que nous devons maintenir un contact avec l'ensemble des pays du monde qui changent, sans être prisonniers de tout le système que les Américains ont créé autour d'eux. Quand je parle des sanctions, je l'ai vécu de l'intérieur, nous discutons avec les Iraniens, vous vous souvenez, cet accord sur le nucléaire, pour leur faire accepter de ne pas dépasser un certain seuil de production d'uranium enrichi, destiné à la création d'une arme nucléaire. Donc on est en 2015. On est en 2015. C'est une négociation qui avait été initiée par les Français dans les années 2004-5. Je me rappelle, j'étais là à l'époque, et ça a duré plus de 10 ans. On aboutit à un résultat. Quand vous renoncez, quand vous êtes un pays comme l'Iran, un pays fier, un pays à tradition, un pays de grande tradition culturelle, que vous renoncez à produire du nucléaire, c'est une renonciation de souveraineté. Vous le faites avec une contrepartie. La contrepartie, c'était 40 milliards d'investissements environ pour pouvoir faire redémarrer l'économie iranienne. Et nous nous étions dit, après tout, que ça ferait évoluer l'Iran. Quand les conditions économiques évoluent, les conditions sociales évoluent, la politique bouge, et c'était un moyen de travailler sur l'Iran. Ça avait donné lieu en Iran à énormément de débats. Est-ce qu'on traite avec les Occidentaux ou pas? Nous avions réussi à faire entrer dans la danse les pays du P5, comme on les appelle, mais donc il y avait France, Allemagne, Angleterre, et on avait fait venir les Russes, qui sont voisins de l'Iran, donc c'était important d'avoir les Russes, parce que les Russes ont une grande méfiance vis-à-vis de l'Iran, pays frontière, et puis les Américains, bien entendu, parce que puissance globale, il fallait. Et la Chine était présente, évidemment, voisin de l'Iran, enfin, pas directement, mais tradition d'échange avec. On avait rajouté l'Union européenne pour être le témoin de tout ça. On aboutit à un accord. Et 2 ans après, Trump se retire de l'accord. Et là, les Iraniens nous disent à juste titre, mais attendez, cet accord, il existe, vous l'avez signé. Vous devez l'honorer. Les Américains sont sortis, mais vous faites quoi pour honorer l'accord? Et nous avons découvert que si nous honorions cet accord, notamment avec des investissements, et Total était sur les rangs, et Renault était sur les rangs en ce qui concerne la France, nous étions passibles de sanctions secondaires américaines, au nom de l'extraterritorialité de la juridiction américaine. Et donc tous ces pays-là se sont dit, ma parole, si jamais on se fait prendre en Iran, on va perdre le marché américain. Et donc, ils ont préféré laisser tomber l'Iran. Ça, c'est le résultat de la politique américaine. Donc, vous avez l'affaire irakienne, vous avez cette affaire-là, vous avez l'affaire afghane, où on a quand même laissé un pays où on avait envoyé pendant 40 ans des expéditions militaires, la France y a participé, on rend ce pays aux talibans, et vous avez vu le sort des femmes afghanes, aujourd'hui, dont personne ne parle. C'est pour ça que, oui, je me considère profondément dans le camp américain, quand il s'agit de défendre les libertés qu'elles sont vraiment attaquées, mais du point de vue de la stratégie américaine au jour le jour et de la vision américaine du monde, je pense que l'enfermement euro-atlantique est étouffant et nous prive de ce qu'est la nature même de la France, qui est d'être entre plusieurs mondes. Nous sommes un pays qui a toujours été au contact, par ses responsabilités historiques, par son histoire, des uns et des autres. Alors oui, on a des très bons contacts avec la Chine,
Mais on pourrait faire plus, on a des contacts. Mais qu'est-ce qui va nous arriver si jamais il y a des sanctions sur la Chine? On a des contacts avec l'Inde, qui est un partenaire majeur. On pourrait en faire plus avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud. On a perdu le Sahel, alors on est présent au Nigeria, on est présent au Mozambique, on est présent en Angola, etc. Il faut développer ce réseau, et le développer sans crainte. Et le développer en Asie en particulier, parce que c'est là où ça se passe. Quand je dis où ça se passe, c'est quoi? La croissance et les échanges. C'est là que va venir la croissance. Et aujourd'hui, la Chine mène le monde pour les 20 années qui viennent. Le relais va être très vite pris par, je dis 20 années qui viennent, parce que dans 20 ans, la Chine va vieillir. Et donc ça, c'est fondamental. Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Et donc, qui va être le relais avec une population bon marché, éduquée et nombreuse et jeune? C'est la zone de l'ASEAN. L'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, l'association des nations d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, toute l'ancienne Indochine, Vietnam, Laos, Cambodge, la Thaïlande, bien entendu. Et ces pays-là mènent leur bonhomme de chemin. Ils veulent garder évidemment un contact avec les États-Unis, la zone dollar, mais ils veulent garder un contact avec la Chine, qui par sa masse continue à être un moteur, même si la Chine a des difficultés internes, et des difficultés d'adaptation. Mais voilà où on en est. Ne nous privons pas d'aller ailleurs et ne craignons rien. Voilà. Et ne nous laissons pas enfermer dans une vision du monde qui est une vision polarisée, avec, quand j'entends les dirigeants américains parler du communisme chinois, les Chinois ne cherchent absolument pas à imposer un modèle idéologique où que ce soit. Donc soyons ouverts à monter des coopérations. Les intérêts de l'Europe et les intérêts des États-Unis ne se superposent pas nécessairement. Oui. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ce que je vois, oui, donc l'Occident existe, hein, mais au quotidien, ce que je vois plus, c'est la faiblesse de l'Europe aussi, qui fait que par exemple sur l'Iran, les États-Unis imposent, le marché américain est tellement important pour les entreprises françaises, et nous avons l'Europe, tout agglomérée, ne pèse pas assez pour pouvoir... Voilà, mais... L'Occident repose sur deux piliers. Un est beaucoup plus fort que le pilier européen. Absolument. Ouais. L'Occident, le pilier américain est très fort, le pilier européen... Enfin, l'Occident, c'est une notion tout à fait théorique, en fait. Il y a les Occidents, on pourrait dire aussi. C'est une notion qui, même idéologiquement, est une notion théorique. Oui, c'est le pays des démocraties, c'est le pays des États de droit. Bon, c'est la zone des États de droit. Mais l'État de droit à l'américaine et l'État de droit à l'européenne, déjà vous avez le droit, le common law, et vous avez le droit romain germanique, vous avez déjà des choses qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Nous avons un atout. Le droit romain germanique est quelque chose de tout à fait fondamental, qui doit nous permettre, je dirais, de nous imposer, parce que un droit qui est fait uniquement de jurisprudence, comme elle est la common law, est quelque chose, enfin, ou quasiment uniquement, est quelque chose qui est très souvent perçu comme peu fiable par beaucoup de pays. Le droit à l'européenne, le droit civil, est quelque chose qui est très, très capté, très perçu. Quand j'étais en Chine, les Chinois étaient en train de traduire entièrement l'œuvre de Portalis. Un portaliste, grand juriste. Le grand juriste, parce que pour eux, ça fait partie, dans un pays qui est un pays de droit à sa manière, avec une part d'arbitraire. Donc c'est pas un pays de droit comme on l'entend nous, mais c'est un pays de l'écrit. C'est un pays où vous créez des normes. Et ces normes, alors oui, ça peut s'interrompre du jour au lendemain, parce que la notion du temps n'est pas exactement la même. Mais c'est un pays de normes. Et donc ils rentraient dans les normes, les nôtres. Voilà, donc je crois qu'il faut être très prudent dans la façon dont on regarde, et ne pas toujours se mettre dans les starting blocks des Américains, parce que sinon il n'y a pas de voix française. Et s'il n'y a pas de voix française, c'est une partie de nous-mêmes qui disparaît. Vous parlez justement de la France, et vous êtes inquiété par deux points. Le premier, c'est l'affaiblissement intérieur de la France, économique. En quoi l'affaiblissement d'un pays en intérieur a un impact concret sur sa politique étrangère? Si vous voulez, la politique étrangère, elle est liée d'une part, je dirais, au hardware et au software. Notre hardware, c'est notre capacité à investir, notre capacité à chercher,
notre capacité à développer. Et là, si vous avez une économie qui ne fonctionne pas très bien, eh bien, ça vous affaiblit considérablement. Ça vous empêche précisément d'engager des actions. Je regarde par exemple le monde des années 2000. Nous avions des entreprises françaises dans le monde entier. Nous avions des groupes de grande distribution dans le monde entier, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, ailleurs. On a replié les voiles dans la plupart des pays du monde. Genre Carrefour qui part du Brésil ou... Oui, et puis de Chine également. Vous aviez Casino qui était au Vietnam, qui a été racheté par un groupe thaïlandais, pour prendre cet exemple. Vous aviez EDF qui était au Brésil et en Argentine. Vous avez... bon, ils sont encore dans un certain nombre de pays, mais il y a eu un repli. Regardons l'Afrique. Aujourd'hui, les investissements français en Afrique, ils sont très faibles. Je ne parle même pas du Sahel, enfin de la région sahélienne, des grands pays de cette région, mais il y a un repli. Donc l'économie, c'est le nerf de la guerre. Ensuite, vous avez le comportement de l'État. Et l'État, ça passe notamment par les moyens de défense. Là-dessus, on réussit à tenir un certain niveau. Mais le départ de la France du Sahel n'est pas une bonne nouvelle. Ensuite, vous avez le software. Le software, c'est l'impression que vous donnez, la capacité organisationnelle. Je pense que les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont un succès immense, parce qu'ils ont montré que l'effort collectif français paye, donne des résultats. Et quand on regarde la presse internationale, quand on entend les jugements qui sont portés sur nous, je pense qu'on a montré que nous sommes encore capables, précisément, de fournir. Et en inscrivant, et c'était le génie de cette trouvaille, de faire ça dans la ville de Paris, on inscrit cette capacité organisationnelle, parce que nous sommes des organisateurs, dans notre histoire, puisqu'il y a les monuments de Paris, et puis bon, c'est les mêmes Français qui font ça. C'est les mêmes Français, et c'est des Français qui ont évolué. Parce que quand on regarde la population française, qui était au premier plan, c'est une population de diversité. Et je pense que ces Jeux ont montré que la France avait une capacité intégrationniste, appelons le mot comme ça, mais chacun reste comme il est, mais c'est en tant que Français impliqués ici que toutes ces populations d'origine diverses ont travaillé à ce projet collectif. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental. Je pense qu'on devrait retirer les fruits de ces Jeux Olympiques parce qu'il y a la combinaison de nos capacités. Alors oui, il y a un endettement très important, qu'il va falloir résoudre, il va falloir réorganiser, réagencer la dépense publique, mais de l'autre côté, on a cette capacité française, et cette capacité française sociétale, et c'est ça qui est important. D'accord. Mais on sent aussi dans votre livre une inquiétude, hein. Vraiment, ça m'a fait penser à une interview récente dans le Figaro de Pierre Brochant, qui est ancien ambassadeur, ancien directeur de DGSE, et qui dit, voilà, il y a eu les Jeux Olympiques cet été, mais il y a eu aussi, il y a un an, pendant un mois, des émeutes qui, à l'international, ont aussi été très suivies, malheureusement. Et je résume son message, mais il dit les sociétés multi-ethniques, multi-religieuses ont vocation à se déchirer. Et nous Français, on n'est pas meilleurs que les Libanais, que les Yougoslaves. Et en plus, sous la pression d'un islam radical qui réclame sa place. Et j'ai senti dans votre livre cette inquiétude. Et j'ai vu le succès des JO, mais honnêtement, ça reste un événement ponctuel. Et ça ne me rassure pas quant au futur du pays dans les prochaines décennies. Alors, si vous voulez, moi, je parle des JO parce que je pense que, j'espère que ce n'est pas ponctuel. Que la fierté que chacun a pu ressentir de l'effort collectif mené à son niveau individuel est quelque chose qui durera. Néanmoins, si je m'en tiens, et c'est ce que je dis dans le livre, si je m'en tiens à ce qu'est la France c'est quoi? C'est une nation. C'est une nation avec un projet. C'est la définition de Renan. La France est une nation avec un projet. C'est un projet de tous les jours. Un projet de tous les jours. Mais la France, elle est conçue comme une nation une et indivisible. Or, aujourd'hui, est-ce que la nation française n'est pas divisée? Et est-ce qu'elle n'est pas divisée précisément par des populations, avec des populations qui arrivent et qui ont du mal précisément à trouver leur place? Et c'est ça la difficulté. Alors, elles ont du mal à trouver leur place. Vous parlez de l'islam radical, moi je ne mélangerai pas l'islam et l'islam radical. Vous avez raison de dire l'islam radical. Il y a une radicalité d'un certain islam, importé de l'extérieur, instrumentalisé par des politiques, et cet islam-là
est-il capable d'admettre qu'il est dans une nation une et indivisible, unie notamment par le Code civil, qui est quand même une des expressions de cette indivisibilité de la nation, le Code civil avec le droit familial. Et est-ce que le droit familial, tel qu'il est dans le Code civil, est compatible avec la charia? Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qu'on a retrouvé à plusieurs époques de notre histoire, pendant la colonisation française en Algérie, il y avait plusieurs catégories de citoyens. Et il y a des citoyens à qui les musulmans, c'est les citoyens musulmans, enfin les musulmans, qui n'étaient pas des citoyens à part entière, c'est pour ça que je ne peux pas dire des citoyens musulmans. On leur proposait de devenir français, mais il fallait qu'à ce moment-là, ils acceptent le Code civil. Or, par fidélité à leur communauté, la charia passait devant. Je regarde les constitutions d'un certain nombre de pays, même des pays les plus laïques, comme l'Algérie, qui n'est pas une république islamique. L'Algérie, en matière de droit familial, pratique la charia. D'accord. Alors que dans beaucoup d'autres domaines, elle a repris toutes les dimensions du Code civil. C'est un vrai sujet que cette question de la charia. Est-ce qu'elle peut se rendre compatible avec le droit tel qu'il existe dans les pays? Et je vois des interrogations qui m'avaient été faites, et je le raconte, par le ministre de la Justice de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui compte quand même 20 millions d'habitants en Allemagne. Il m'avait dit, mais est-ce que... C'est la région... c'est la région la grande région industrielle de la Ruhr. De Dortmund, Düsseldorf. Dortmund, Düsseldorf, Essen, Cologne, voilà. Et il m'avait dit, mais est-ce que vous avez des plaignants aujourd'hui, musulmans, qui demandent à ce que la charia soit appliquée dans les tribunaux, notamment en matière de droit familial? Je lui ai dit, non, c'est pas le cas en France. Mais la question qu'il m'a posée, c'était déjà il y a plus d'une dizaine d'années. Or, il y a des communautés, turques notamment, qui sont très accrochées à ça, très attachées à ça. En Allemagne. En Allemagne. Ouais. En Angleterre, vous avez également ce type de récrimination de la part de certains groupes. Bon, c'est quelque chose qui existe. Et mon inquiétude en France, elle est sur le point de savoir si la Maison France, le projet national français, projet de tous les jours, peut se permettre d'être divisé sur un sujet comme celui-là. Est-ce qu'il y a compatibilité ou non avec des gens pour qui vie civile et vie religieuse, je dirais, sont étroitement liés et imbriqués? Alors que nous avons réussi, à force de notre histoire, avec la séparation de l'Église et de l'État, mais avec la théologie qui s'est séparée du droit. 1000 ans de sédimentation. 1000 ans de sédimentation. Ouais. Et là, on n'est pas encore sur ce chemin-là. Donc, la question, pour moi, elle est très ouverte. Elle est très ouverte. Et ce que je dis aussi, c'est que ceux qui sont là ne partiront pas. Et la plupart sont français de nationalité. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un grand sujet. Et c'est pourquoi un événement comme les Jeux Olympiques sont un événement intégrationniste, parce qu'il crée une émotion collective où on se dit « j'ai apporté quelque chose à ce pays, la France, où j'habite, et je suis reconnu comme tel ». C'est un problème de reconnaissance et d'identité. Très important. Je comprends ce que vous voulez dire, oui. Mais je serais peut-être moins optimiste sur... Je ne suis pas optimiste, j'essaie de tracer des lignes auxquelles me raccrocher. Voilà, parce que si je m'en tiens à un pessimisme, à ce moment-là, je me renferme. Donc j'essaye d'être actif dans mon réalisme. Je comprends. On arrive vers la fin de cet entretien. Je voulais poser une question sur quelle personnalité étrangère vous a particulièrement marqué, enfin connue ou inconnue, mais au cours de votre longue carrière. J'en ai rencontré beaucoup dans tous les pays où j'étais, puisque par définition, quand vous êtes au conseil diplomatique du président, vous assistez à tous les entretiens du président avec tous les chefs d'État et de gouvernement, donc que ce soit Bush, le fils, que ce soit Lee Kuan Yew, que ce soit les dirigeants chinois, l'empereur du Japon, etc., les dirigeants africains. Il y a eu des pays où j'ai été affecté, et là j'ai pu avoir des conversations plus longues et plus personnelles. J'ai vu Mme Merkel beaucoup. J'ai vu le président Poutine, j'ai vu les présidents allemands. C'est chez les Allemands. En Angleterre aussi, vous avez dit que j'avais eu un entretien avec la reine, effectivement. Mais bon, la reine, on garde une certaine distance. On ne peut pas parler de politique, on ne peut pas parler de... C'est plus limité. J'ai vu des premiers ministres britanniques.
J'ai bien connu Blair, Gordon Brown, Cameron. Je dirais que je reviens vers les Allemands parce que le drame allemand, la tragédie allemande m'a toujours intéressé parce que ça s'est passé à côté de chez nous et qu'on a été un peu... Enfin, c'est arrivé un peu à cause de nous, un peu à travers nous, on y a un peu participé. Pour moi, il y a des grands Allemands, il y a 2 présidents allemands que je mets au pinacle, qui sont le président Gauck, qui est un ancien pasteur de l'Est, qui a fait de la prison, qui ensuite, après la chute du mur de Berlin, a été chargé de mettre de l'ordre dans les archives de la Stasi, qui avait répertorié... La Stasi, le service secret de l'ex-Allemagne de l'Est. La police secrète d'État de l'Allemagne de l'Est, qui avait répertorié... si vous avez vu le film La vie des autres, on vous écoutait à chaque instant. Et donc, comment mettre de l'ordre dans tout ça? Et c'est un homme qui a une très grande hauteur de vue, notamment sur la notion de liberté et de responsabilité. Pour lui, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Ça va de pair. Et je pense que ça mérite réflexion. Et puis, il y a un autre président que j'aime beaucoup, que j'ai fréquenté, président social-démocrate, qui est Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier, un homme tout à fait exceptionnel aussi, qui a été longtemps ministre des Affaires étrangères, qui est l'actuel président allemand. Il est pour moi la synthèse de l'Est et de l'Ouest, la synthèse de ce que l'Allemagne a pu souffrir. C'est un homme qui humainement est très, très fort. Il a donné un rein à sa femme, à sa propre femme. Donc c'est un homme qui est engagé physiquement, personnellement. Si vous voulez, c'est avec des gens comme ça qu'on construit, qu'on essaie de surpasser les dommages de l'histoire. À mon avis, ils incarnent véritablement cette Allemagne d'après-guerre. Reste à savoir maintenant ce que fera la nouvelle génération qui, elle, peu à peu, estompe le souvenir de la guerre. Exactement. Je rebondis sur un nom que vous avez cité que j'aime beaucoup, c'est Lee Kuan Yew. Donc Lee Kuan Yew, je rappelle, c'est le fondateur de Singapour, qui a dirigé Singapour pendant plus de 30 ans, qui a fait de Singapour... quand il a pris dans la fin des années 60, c'était encore un petit port qui en a fait une des villes-États les plus riches du monde. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu sur Lee Kuan Yew, donc je serais curieux de savoir quelle expérience vous avez eue avec Lee Kuan Yew. Il était très intéressé par De Gaulle, si je me souviens bien. Alors Lee Kuan Yew était très intéressé par le général de Gaulle, et Lee Kuan Yew, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois parce que le président Chirac était très lié à Lee Kuan Yew. Pour lui, Lee Kuan Yew est une espèce de mentor asiatique. Chirac avait des mentors, et donc il avait des gens qui étaient sa référence. Et en Asie, Lee Kuan Yew était pour lui un conseil. Et quand il y avait une question à se poser sur l'évolution de la Chine, sur l'Inde, il allait demander à Lee Kuan Yew ce que Lee Kuan Yew en pensait. Lee Kuan Yew écrit des mémoires qui sont très intéressantes. Si vous voulez comprendre la dynamique d'une Asie d'après-guerre, l'esprit combatif, créatif, inventif, commerçant, pacifique des Asiatiques, et en particulier des Chinois, de la diaspora, parce que c'est la diaspora chinoise, il faut voir les gens de Singapour. Les gens de Singapour vous donnent une explication de la grande Chine continentale d'à côté, qui est la meilleure. Vous avez les Chinois de Hong Kong, vous avez les Chinois américains, vous avez des tas de communautés chinoises. Ceux de Singapour sont les plus élaborés. Et les Singapouriens... Ils sont en bonne distance. Ils sont aussi très ils sont très liés au monde anglo-saxon. Ils sont une synthèse, effectivement, qu'on retrouve un peu à Hong Kong d'ailleurs, une synthèse du monde anglo-saxon et de son efficacité et de la créativité des Chinois. C'est un pays d'ailleurs pluriethnique, parce qu'il y a des Malais et des Indiens aussi à Singapour, mais dominante chinoise. Ils sont exemplaires de ce point de vue-là. Et ils ont une formule qui est géniale, parce qui illustre ce qu'est la cité-État, c'est « nous sommes un petit pays, mais le monde entier est notre hinterland ». Pour l'un des plus grands ports du monde, c'est cohérent. Voilà. Et donc, je pense que Lee Kuan Yew, qui est mort maintenant il y a une dizaine d'années, n'est pas passé de mode. Il faut lire les mémoires de Lee Kuan Yew, il faut lire du Lee Kuan Yew, ça permet de comprendre comment cette zone du monde, cette partie du monde va continuer à se développer. Ouais, je ne savais pas que Jacques Chirac avait une relation directe avec Lee Kuan Yew. Ah oui, très proche. D'accord. Très proche. Justement, ma dernière question, c'était de donner un conseil de lecture. Donc vous venez d'en faire un, les mémoires de Lee Kuan Yew. Que je recommande aussi, qui sont assez passionnantes. Mais si vous avez un autre livre... Il y a beaucoup de livres à lire, évidemment. Il faut lire sur l'Allemagne, il y a un livre qui vient de sortir en français, qui vient d'être une traduction, mais qui est un livre qui est déjà ancien, puisqu'il est de 2015,
de Nicolas Stargard qui s'appelle La guerre allemande. D'accord. Comment les Allemands eux-mêmes ont vécu la guerre, à partir de lettres envoyées par des maris à leurs femmes, des fils à leurs pères, D'accord. etc. C'est extrêmement intéressant. Et il faut lire en même temps La guerre totale d'Olivier Vievorka, qui est une histoire de la guerre. C'est fondateur parce que ça montre les enjeux gigantesques de l'époque. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut lire des mémoires de dirigeants. C'est toujours intéressant parce que ça vous montre un petit peu la difficulté à mener la politique du monde. Les enjeux, c'est très... Il faut lire des livres sur l'Inde, il faut lire le Jaffrelot sur l'Inde, il faut lire des livres sur la Chine. Et puis il y a un dernier livre que je conseillerais, qui est très intéressant aussi, qui est un livre d'un ambassadeur qui s'appelait Robert Coulondre, qui était ambassadeur à Moscou puis à Berlin juste avant la guerre. 36 à 39 à Moscou, et ensuite 39 jusqu'à la guerre. Il avait remplacé André-François Poncet, ambassadeur à Berlin. Ce livre s'appelle « De Staline à Hitler ». Ça se lit comme un roman, D'accord. parce que c'est comment la guerre aurait pu être évitée et ne l'a pas été, parce qu'il y a cette imbrication permanente de la politique extérieure et de l'analyse qu'on en fait, mais aussi de ce qu'est la politique intérieure de chaque pays, qui ont leur propre calendrier, leurs propres enjeux, et qui font que quelquefois, on est dans un enchaînement d'événements qui fait qu'on ne peut pas mettre le pied dans la porte et empêcher que ça se poursuive. Et donc vu par un diplomate. Et vu par un diplomate de talent, peu connu, mais qui a écrit ça en 1950, donc tout de suite après, c'est absolument remarquable, et qui a pris des notes tous les jours. Et puis, bon, je conseillerais les livres de mes collègues, de mon collègue Claude Martin, Quand je pense à l'Allemagne la nuit, qui est une phrase de Rilke, d'un poème de Rilke. C'est un livre sur son expérience allemande. Et puis un autre livre sur la Chine qui s'appelle La diplomatie n'est pas un dîner de gala, ce qui est une phrase de Mao, qui était en fait, c'était la révolution n'est pas un dîner de gala. Mais lui, il a repris la diplomatie n'est pas un dîner de gala. Ce sont, à mon avis, une très bonne manière d'aborder ce qu'est le métier diplomatique avec la Chine et l'Allemagne, qu'il a pratiqué comme moi, et j'adhère très largement à sa manière de voir les choses. Très bien. Et moi, je recommande la lecture des autres ne pensent pas comme nous, qui est vraiment un livre dans lequel on voyage à travers la planète. On comprend mieux le monde actuel après l'avoir lu. Merci Maurice Gourde-Montagne. Merci de votre accueil.